Ce programme vous est proposé par iBurst Africa, Internet sérieux. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Info 7, le magazine rétrospectif que vous propose la rédaction de Congo Web Télévision. Vous pourrez ainsi donc voir en images l'actualité de la semaine, une actualité analysée et commentée par un invité. Ce soir, nous recevons un journaliste, ce n'est pas tous les jours. Il s'agit de Christian Lusakoueno, journaliste donc et patron de la radio Top Congo. Bonsoir. Bonsoir Gaël Kibongo. C'est un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est à moi. Ça marche ? J'espère que... Enfin, je vous le dirai dans une heure. Du côté de Top Congo, comment ça se passe? La presse est appelée notamment à des élections, à une implication effective dans les élections apaisées. Ça se passe comment du côté de la radio Top Congo? Première chose, couvrir tout, être partout, tout voir et tout dire. Au maximum, parce que le vote, le bulletin que chaque Congolais va poser dans les urnes, il doit le poser en connaissance de cause. Il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites, il y a beaucoup de choses à faire. Quel sera le meilleur candidat? Ça, c'est à l'électeur de se faire sa religion. Mais pour se faire sa religion, encore faut-il qu'il ait toute l'information. C'est notre métier, on va essayer de le faire le mieux possible. On a réussi un tant soit peu en 2006. On renouvelle l'expérience en 2011 en espérant... tout en se basant sur les réussites et les moins bonnes réussites d'il y a 5 ans, donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà, on va commencer par le premier dossier, mesdames, messieurs, le week-end. Ce week-end, il y a eu ouverture de la session extraordinaire à l'Assemblée nationale et aussi au Sénat d'ailleurs. Il s'agit principalement du vote de l'annexe à la loi électorale. Vous savez que le président de la CENI a donné un délai, plus tard le 10 août prochain. Les parlementaires doivent déposer cette annexe pour passer bien sûr au dépôt des candidatures aux présidentielles et aux législatives. Et de l'autre côté, on va suivre la réaction de différents députés nationaux sur ces travaux, mais aussi sur tout le processus électoral. Roger Miss donne également son avis sur notamment le découplage des élections dont parlait le président de la CENI. C'est dans ce premier dossier d'Info 7. Avec lui, tous les députés nationaux ont répondu à l'appel de la nation en cette session extraordinaire, qualifiée dès lors de session de dernière chance. En effet, cette session qui va au-delà du temps réglementaire, dans une salle de congrès à moitié pleine, a une mission spécifique. Évariste Bochab, président de Séant, précise. Le moment est donc venu de finaliser la modification de la loi électorale en abordant la partie qui détermine le nombre de sièges pour chaque circonscription électorale. En tant que défenseur de loi de la nation et garant de l'aboutissement heureux du processus électoral en cours, le speaker de l'Assemblée nationale a déploré les comportements antidémocratiques de certains partis qui ont recours à des voies prohibées par la loi. La représentation nationale est donc condamnée à la victoire du droit sur la farce, la victoire de la paix sur toute forme de violence, la victoire de l'action sur l'immobilisme, la victoire de l'intérêt général sur l'intérêt individuel égoïste, la victoire de l'ordre sur l'anarchie, la victoire de la confiance sur le préjugé, la victoire du respect sur l'invective, la victoire de la vérité sur le mensonge, la victoire de la clairvoyance sur l'obscurantisme, la victoire de l'excellence sur la paupérisation intellectuelle. Inacceptable, mais c'est ainsi que va la démocratie congolaise. Ouverte ce 6 août, cette session extraordinaire devra se clôturer le 4 septembre prochain en balisant la voie à la tenue des élections apaisées et transparentes, un défi de taille à relever. Il y a des normes qui doivent être respectées pour garantir la transparence du processus électoral.
et notamment que ces annexes doivent être adoptées avant de pouvoir passer à d'autres étapes. La précipitation n'est pas gage de stabilité pour un processus comme le nôtre dans un pays qui vient d'un conflit, qui a connu juste un seul cycle électoral. Il faut, à mon avis, que ça se fasse dans le dialogue et que cela garantisse la stabilité. Il n'y a pas d'éventualité de découplage parce qu'une personne réfléchit à haute voix. Il y a des lois dans notre pays et ces lois disent clairement que les élections seront ensemble. On ne peut pas se permettre de faire ce qui n'est pas prévu par la loi. Mais réfléchir, tout Congolais peut le faire parce qu'il estime qu'il faut que les choses aillent vite afin que nous tenions nos élections dans les délais constitutionnels. Nous voulons que les élections soient organisées dans des conditions les plus claires possibles. Nous voulons que le résultat des élections soit opposable à tout le monde et qu'en fait, dans ce pays, il faudrait que celui qui perd les élections, comme ailleurs, soit le premier à féliciter celui qui gagne et que celui qui perd, qu'il accepte comme ailleurs dans le monde de partis. Il n'appartient pas au président de la CENI de se substituer à une institution supranationale pour donner une orientation, une direction à la vie publique. Malheureusement, il s'est comporté comme tel et ce n'est pas de sa compétence. Je pense qu'il va s'ajuster. Ceux qui ont déposé les annexes à la loi électorale aujourd'hui devraient en assumer toute la responsabilité. Ce qui est nécessaire, c'est que nous ne soyons pas dans un pays où on gère comme des secouristes. Dans la précipitation, dans l'urgence, on ne gère pas un État responsable. Les partenaires de la RDC pour un processus électoral apaisé, Roger Miss est venu prendre langue avec Évariste Bocha pour rappeler la responsabilité qu'a la représentation nationale pour déjouer un quelconque découplage des élections présidentielles et législatives. Le patron de la MONUSCO et le président de l'Assemblée nationale ont évoqué la nécessité pour le Parlement d'accélérer la vitesse de travaux de la session extraordinaire qui s'ouvre ce samedi afin de disponibiliser à temps les annexes de la loi électorale. C'est une occasion de faire un échange concernant la situation générale dans le pays, comme nous faisons de temps en temps. Bien entendu, on est conscient de l'ouverture demain de la séance de l'Assemblée nationale. Et parmi les sujets importants qui est devant l'Assemblée, c'est le projet pour l'annexe de la loi électorale. Et effectivement, j'ai encouragé le président d'aller assurer le plus rapidement possible l'adoption de cette annexe pour permettre les choses d'avancer. Disponibiliser les annexes de la loi électorale à temps, la MONUSCO y tient pour garantir un climat apaisé dans le processus électoral. Évariste Bochabi souscrit également. Il a promis l'implication de son institution dans ses prérogatives constitutionnelles pour que les élections soient réellement transparentes et démocratiques. Christian de Saqueno, les députés et les sénateurs appelés à voter les annexes de la loi électorale avant le 10 août, c'est le président de la CENI qui le demande, faute de quoi on va découpler les élections. Certains pensent que c'est irréfléchi, il n'y a pas assez de temps, d'autres pensent que c'est plutôt possible, comme c'était le cas lors de la révision de la Constitution. Si on se penche sur ce que sont ces annexes, c'est la répartition par circonscription, par province, du nombre d'enrôlés. Entendez, découle de cela le nombre de députés qu'a chaque circonscription. Ça ne devrait mathématiquement pas être un exercice difficile, à moins que l'on revienne sur l'opération d'enrôlement même. Quand on sait que l'on C'est quand même des matières importantes. La révision de la Constitution a été faite en quelques jours, mais bon, on aurait quand même pu prendre plus de temps. On pourrait toujours tout mieux faire, mais est-il que pour que tout cela se tienne au 28 novembre tel que prévu par le calendrier électoral, il faut mettre les bouchées doubles. Maintenant, sur le principe de un président de la commission électorale qui demande aux députés Certains prennent ça pour de l'arrogance, on rate un peu la loi suprême. Tout dépend du ton, mais maintenant, est-ce qu'on doit parler en termes de ton ou on doit parler en termes d'objectif ? Sans prendre parti pour qui que ce soit, aujourd'hui l'objectif c'est, pour être dans les délais constitutionnels, le président de la République doit être reconnu le 6 décembre. On doit faire tout à la va-vite. On doit faire tout dans les délais. Ce n'est pas une question de va-vite, on sait, ce sont des chiffres. Il n'y a aucun député qui va, à mon avis, ou sénateur qui va se pencher sur est-ce qu'on a bien enrôlé, est-ce qu'on ne pourrait pas enrôler plus, comment est-ce que vous allez retourner à la source ?
le conseiller technique, c'est la CENI. Même si c'est une institution indépendante, c'est le conseiller technique du gouvernement. Le conseiller technique vous a dit que dans telle partie du pays, j'ai enrôlé autant de personnes. Découle de cela que dans telle partie, il y en avait par exemple 7 de plus il y a 5 ans à Kinshasa, il y en aura 7 de moins en 2011. 7 députés de moins. Il y en aura plus ailleurs. Maintenant, prendre du temps, c'est clair qu'il ne faut rien faire dans la précipitation. Mais puisqu'on a un délai, ça fait depuis 5 ans après tout qu'on sait qu'en 2006, 5 ans plus tard, 2011, on doit voter. Tout a un peu traîné les pieds, hein, l'installation de la CENI, tout etc. le monde traîne les pieds en tout. Tout le monde traîne les pieds en tout. Moi, on n'avait pas prévu le budget il y a 5 ans. Je ne veux pas pointer. À un moment donné, il faut que nous-mêmes, Congolais, on se pose sur ce qui nous arrive, et puis qu'on fasse une autocritique. C'est bien beau de dire tel n'a pas fait ci, tel n'a pas fait cela, mais qui fait ce qu'il doit faire au moment M, de telle manière que tout le monde soit prêt dans les délais constitutionnels ou dans les délais prévus. Vous ne voulez pas dégager les responsabilités, mais non, je ne dégage pas les principaux responsables. Dans ce cas-là, c'est les dirigeants. Les députés de l'opposition ont fait du bruit, mais quand je parle des responsabilités à dégager par chacun, c'est clair que la principale responsabilité, c'est au gouvernement. Le gouvernement n'avait pas dans les délais débloqué les fonds. On sait qu'il y a un budget... Il y avait beaucoup de priorités également. Il y a beaucoup de priorités, certes, mais la priorité principale, c'est la légitimité. On s'est beaucoup plaint toutes ces années du manque de légitimité. Maintenant qu'on l'a depuis 2006, maintenant qu'on doit la renouveler ou la changer en 2011, c'est vrai que c'était un exercice assez nouveau en 2006, mais maintenant on devrait... Non, ça doit rentrer dans les mœurs. La légitimité est démocratique dans notre pays. Si on veut que la légitimité soit dictatoriale, c'est un choix, mais on a choisi que ce soit la démocratie. Et là, qui dit démocratie dit élection. Mais à 3-4 jours, parce qu'il ne reste plus que 3-4 jours, moi je pense qu'on a pu se poser de questions. 24 heures sur 24, les députés quand même, on ne va pas dire qu'ils sont débordés de boulot. Je ne suis pas d'accord non plus, il ne faut pas dire ça avec ce qu'a dit le pasteur Mulunda, mais je crois qu'à un moment donné, il faut comprendre que si la stabilité d'un pays, s'il y a énormément de choses, autant de choses qui en dépendent, et parce que tout le monde a voté pour qu'on ne découple pas et puis qu'il y ait qu'un tour parce qu'il y a manque de moyens... Que va-t-il arriver si jamais il y a découplage des élections? À quoi ça sert d'avoir fait l'élection présidentielle en un tour? Puisqu'on aura organisé un scrutin en plusieurs tours. On va faire d'un côté les présidentielles ou les législatives. Il y a les moyens qui vont également poser problème. Ça, c'était la raison évoquée pour le scrutin en un tour. Donc aujourd'hui, c'est évident qu'il n'y aura pas de moyens non plus pour le découplage. S'il n'y en avait pas à l'époque, comment est-ce qu'il y en aurait maintenant? Je ne dis pas que s'il n'y a pas les moyens, je dis pas que c'est évident qu'il n'y aura pas les moyens, mais je dis qu'on a fait en sorte qu'on dépense moins. Si vous faites un budget chez vous à la maison, vous dites que oh non, je ne pourrai pas atteindre telle ou telle limite, et qu'au moment M, vous voyez que vous n'avez pas réussi à vous exécuter, vous devrez chercher les moyens. Mais le but aujourd'hui, c'est d'économiser ces moyens. On a l'élection à un tour, on ne va pas revenir sur ce débat qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais non, il ne faudrait pas qu'on découple. Il faudrait que les députés, qui sont déjà bien montrés du doigt, je ne les accuse pas non plus, il faudrait que les députés mettent les bouchées doubles, puisque la Commission électorale nationale indépendante a dit qu'il faudrait avoir le texte ou la loi ou les annexes votées pour le 10 août, et puis que on y a comme c'est prévu. On voit qu'il y a également l'œil de la communauté internationale qui est arrivé sur la RDC. Roger Miss en parle. Il pense qu'il ne faut pas du tout parler de découplage. Mais ça veut dire on suit pas à pas le processus électoral. Ça veut dire que la communauté internationale dit que c'est possible. Alors, pourquoi nous, Congolais, on va dire qu'on ne peut pas en 3 jours... parce qu'après tout, on va y arriver. C'est à ça qu'on arrive. C'est à ça qu'on arrive depuis... Quand une loi vient d'un conseil technique, une personne qui connaît mieux le dossier que n'importe qui, quand il dépose sur la table du gouvernement, que le gouvernement prend acte et que ça va au Parlement, le Parlement... c'est l'organe législatif. Ça veut dire que c'est lui qui rend ce texte loi. Ouais. Mais le Parlement, qui peut avoir aussi ses conseillers, en règle générale, n'a pas plus d'informations que la Commission électorale nationale indépendante. Donc ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est arrêter les tergiversations, se mettre au travail, il reste 72 heures, faites le boulot. Si vous n'y arrivez pas, on comprendra que vous n'avez pas, a priori, dit on ne peut pas, vous avez fait le maximum, et qu'on aura constaté que ce n'était pas possible, alors à ce moment-là, à la CENI, elle aussi, si c'est 2-3 jours, attendez,
Si c'est 2-3 jours, la CENI ne va pas dire qu'elle va décaler tout d'une semaine, d'un mois, parce que c'est 2-3 jours. Là aussi, je m'engage peut-être un peu trop loin. Je ne suis pas Le respect du délai, c'est discutable. Non, mais il faut toujours respecter les délais. Vous partez du principe que de telle période à telle période, vous avez été choisi pour telle fonction. Il ne faut pas espérer qu'au-delà de cette période, on vous reconnaisse en tant que tel. C'est clair. Voilà, on va continuer à parler du processus électoral. Mesdames, Messieurs, pendant qu'on parle justement vote annexe de la loi électorale et surtout l'implication de l'Union européenne et de la communauté internationale en général dans ce processus, la CENI entretient son bras de fer avec l'opposition, enfin qui entretient quoi? En tout cas, les concertations se poursuivent, l'opposition menace de ne pas signer le code de bonne conduite. C'est donc le deuxième dossier d'Info 7. L'actif de l'opposition s'est retrouvé ici à la CENI ce vendredi. C'est pour des concertations sur quelques desiderata, notamment l'audit du fichier électoral et l'accès au serveur central de la CENI. Au sortir de leur concertation qu'ils qualifient de fallacieux, les opposants disent n'avoir reçu aucune réponse claire. Nous avons été butés à une contradiction, une incompréhension des tailles sur la question fondamentale, celle de la fiabilité du fichier électoral. Comme vous savez, la CENI a sa vision de la fiabilité du fichier électoral. L'opposition a une vision orthodoxe de la fiabilité du fichier électoral. Et donc là-dessus, il y a eu une incompréhension totale, comme je viens de dire tout à l'heure, et nous nous sommes séparés dans ces conditions-là. Pour Jean-Baptiste Bomanza, il existe une crise de confiance entre la CENI et l'opposition. Au jour d'aujourd'hui, il y a crise de confiance entre l'opposition et la CENI. Nous nous sommes arrêtés au niveau du premier point relatif au fichier électoral. Donc il n'y a pas de transparence. Je crois que l'opposition va continuer son combat jusqu'à ce que la CENI entende la voix de la raison. Vu la tournure prise à l'issue de ces discussions, Franck Diongo renchérit que l'opposition ne signera pas le code de bonne conduite de partis politiques. Il y a crise de confiance. Demain, l'opposition ne signera pas le code de bonne conduite. Il y a un blocage, il y a crise. Un document contenant les réponses de la CENI aux revendications des opposants leur a été remis. L'opposition promet de l'examiner au cours d'une réunion et affirme qu'elle ne baissera pas les bras car la RDC a droit aux élections transparentes, crédibles et apaisées. L'atmosphère paraît détendue. Le sujet de la rencontre, lui, est sérieux. Le président de l'Assemblée nationale, Évariste Bochab, avec lui quelques membres de son cabinet, vient discuter avec les ambassadeurs de l'Union européenne du processus électoral en cours. La rencontre a lieu à la résidence de l'ambassadeur britannique à la Gombe. Pendant plus de 2 heures, les deux parties vont échanger à huis clos sur le processus électoral. À la fin de la rencontre, un communiqué de presse de l'Union européenne annonce le déploiement d'une mission d'observation aux présidentielles et législatives du 28 novembre prochain. Richard Zinck, ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, se dit plutôt satisfait de l'évolution jusqu'ici du processus électoral et annonce l'arrivée de cette mission. On vient d'approuver hier à Bruxelles de l'envoi d'une mission d'observateurs de 120 observateurs où les premiers vont arriver déjà au mois de septembre pour suivre le processus électoral. Donc on a un processus sur 3. À part de ça, il faut ajouter le support de nos États membres, bien la Grande-Bretagne, la Belgique, les Pays-Bas, la France, l'Allemagne, la Suède, tous qui contribuent d'une façon ou l'autre pour que ce processus soit un succès pour le pays. L'Union européenne a déjà débloqué 45,7 millions d'euros, soit 60 millions de dollars, en faveur des élections en République démocratique du Congo. Avec cette mission d'observation, l'Union européenne vient d'annoncer clairement sa position sur les prochaines échéances électorales en République démocratique du Congo. Voilà, on annonce une mission d'observation pour les présidentielles, notamment en attendant, c'est le bras de fer qui continue entre la CENI et l'opposition, on pourrait le dire, question de transparence. Est-ce que
ces résultats sont fiables, l'opération de révision du fichier électoral? J'ai envie de dire, allons poser la question à cette commission indépendante que les partis politiques, majorité comme opposition, n'ont pas voulu diriger par la société civile. Aujourd'hui, ils sont 4 de la majorité, 3 de l'opposition. Que disent-ils? C'est vrai que quand ils vont à la commission électorale... ressurgit. Oui, mais bon, on ne va pas commencer à les trier sur le volet. Il y en a qui se choquent que le président de la commission électorale nationale indépendante soit proche du PPRD. Proche ou signataire? Il a dit non, il a dit qu'il n'est pas signataire. Par contre, le vice-président, il est membre du MLC. Donc, bon, attendez, on ne va pas refaire l'histoire. Il eût été plus simple au Parlement, on reparle du Parlement, de déclarer que la CENI n'était composée que des membres de la société civile. On ne se prendrait pas la tête, excusez-moi l'expression, on se questionnerait pas sur le sexe des échanges aujourd'hui. Maintenant, y a-t-il, oui ou non, enrôlement des mineurs? Y a-t-il fiabilité? Doit-on avoir un code d'accès? Doit-on? Tout ça, c'est des, à mon avis, questions techniques qui, j'ai envie de dire, on en est presque sûr que si on donnait la possibilité aux uns aux autres d'avoir accès à ce qu'ils demandent, ils n'en feraient rien. Parce que il n'existe nulle part, de ce que je sache, une opposition ou une majorité qui aurait la clé de tous les serveurs des commissions électorales. En fait, vous donnez raison à la CENI qui bloque un peu, qui ne veut pas répondre à ces desiderata de l'opposition. Je voudrais bien savoir ce que l'opposition qui prend à partie la communauté internationale reçoit comme réponse de cette communauté internationale. La communauté internationale, elle veut être rassurée. Vous l'avez vu, on vient de le voir, elle a demandé à rencontrer les uns et les autres, notamment le président de l'Assemblée nationale, pour savoir exactement comment ça se passe. Maintenant, comment ça se passe ailleurs? Ça, c'est la question. Si ailleurs, tout le monde a le code d'accès de tous les ordinateurs, alors pourquoi pas au Congo? Mais je ne pense pas qu'on ait les codes d'accès de tous les ordinateurs. Vous pensez donc que c'est un faux débat, qu'il faudrait passer à autre chose? Je pense qu'il faudrait, puisqu'il y a des mécanismes qui sont organisés, notamment au niveau de tous les bureaux de vote. Il y a eu un problème de témoins, par exemple, il n'y en avait pas assez. On va dire il y a 10 000 bureaux de vote. Un exemple. 10 000 témoins. Si un parti organisé et qui a vocation d'être national ne peut pas rassembler 10 000 personnes pour être dans chaque bureau de vote et pour, à chaque fin d'opération, donner le relevé des bulletins tels que dépouillés dans le bureau de vote, alors on a un problème d'organisation important. Aujourd'hui, la question est, on y va? Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce qu'il n'y en a pas certains qui se posent la question de savoir si, 1, ils s'organisent pour tricher, si 2, ils s'organisent pour pouvoir contester? D'un côté comme de l'autre, on doit les mettre... Position de contestation préméditée, tout par le exemple. Monde de l'autre doit, côté, on parle de tricherie. Tout le monde doit être mis dos à dos. Moi, je ne sais pas. On voit certains acteurs hier qui étaient dans la majorité, aujourd'hui qui se retrouvent dans l'opposition et vice-versa. Ils savaient comment ça se passait hier. Si jamais il y avait un sérieux problème hier, ils condamneraient aujourd'hui. Tel n'est pas le cas. Alors de quoi on parle? On veut nous faire gagner du temps, tout le monde n'est pas prêt, on veut montrer qu'on est plus experts les uns que les autres. Cela se passe quand même, malgré tout. Également, ce sont des échauffourées, on a vu... C'est regrettable, mais c'est jamais ceux qui ont constaté qu'on dit souvent que la guerre se fait entre deux pays, entre des dirigeants qui, eux, se serrent la main, boivent ensemble, fument le calumet de la paix et ne se tirent jamais dessus. Si on a créé la CPI il y a une dizaine d'années, c'est quand même bien parce qu'il fallait à un moment donné sanctionner ceux qui envoient les autres au casse-pipe en restant dans leur fauteuil. Aujourd'hui, il est grand temps d'arrêter de manipuler les masses, que ce soit dans l'opposition, mais aussi dans la majorité. Parce que on a tout quand même le monde... droit de protester, de non, voir clair. Protester, oui, mais expliquer sur quoi on proteste. On proteste de quoi? On dit enrôlement transparence on du dit enrôlement, mais transparence, ça veut dire quoi? Transparence, ça veut dire vous voulez tout voir au moment où ça se passe? Mais qui a dit qu'on a empêché l'opposition, la majorité, d'être dans les bureaux au moment de l'enrôlement? Qui a dit ça? Moi, je ne veux pas être l'avocat de la CENI, mais je m'interroge. Comment cela se passe ailleurs? Pourquoi ailleurs
on se fait confiance et on ne pinaille pas. Excusez-moi, j'ai dit pinailler, qui veut dire on palabre, pas sur certains détails. Certains diront, oui, ils ont une culture de démocratie, ils ont l'habitude, d'accord, mais nous, ça fait 5 ans aussi que tout le monde sait qu'il y aura une élection en 2011, on l'a dit tout à l'heure. Alors, le responsable du manque d'organisation ou de l'organisation à la va-vite, c'est le gouvernement. Mais le responsable, aujourd'hui, peut-être des craintes parce qu'on aurait pu, en 5 ans, proposer une autre manière de faire. C'est aussi l'opposition. Que chacun fasse face à ses responsabilités. L'opposition menace de ne pas signer le code de bonne conduite qui a été initié par la CENI. Que va-t-il arriver ? Ils n'auront pas signé le code de bonne conduite, c'est dommage. Mais le code de bonne conduite, ça ne veut pas dire ne va pas participer aux élections. Le code de bonne conduite, ça veut dire on ne va pas respecter ce que, d'un commun accord, on aura convenu pour avoir des élections apaisées. C'est ça que ça veut dire. Il y a crainte, c'est clair. Vous avez vu ce qu'on a vu, vous avez vu ce qui s'est passé à 5 ans ? Ça veut dire que si les uns ne sont pas engagés, les autres non plus. Tout peut arriver. C'est quoi la solution ? Que tout le monde signe. Mais pour que tout le monde signe, il faut que tout le monde tombe d'accord. C'est pas près d'arriver, hein. J'ai pas dit que l'opposition. Attention, j'ai pas dit que l'opposition a tort. Hein. J'ai pas dit que la majorité a raison. J'ai pas dit que la CENI a raison. J'ai dit qu'on doit tomber d'accord. Est-ce que ce n'est pas à la CENI de trouver quand même un terrain d'entente ? La CENI, c'est un point qui se trouve au milieu de toutes les tendances politiques. Est-ce que ce n'est pas à la CENI de trouver justement la clé du dénouement de toute cette affaire ? Moi, je suis surpris que les 3 plus 4 là, de la CENI n'arrivent pas à s'entendre avec chacun les composantes au parti qui les ont envoyés au bureau de la CENI. Je ne sais pas, j'arrive pas à comprendre. Une fois qu'ils rentrent à la CENI, ils ne deviennent plus crédibles. C'est comme cette anecdote qu'on disait à l'époque de ceux qui, envoyés par des forces occupantes ou agresseurs, n'avaient plus confiance aux chefs des groupes rebelles qu'ils envoyaient une fois qu'ils étaient envoyés en RDC. Non, il faut que chacun fasse face à ses responsabilités. On a été choisi, on a désigné pour quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on ne les entend plus ? Pourquoi est-ce qu'on n'entend plus l'opposition ? Pourquoi est-ce qu'il y a ce conflit ? On le voit dans l'opposition. Ces protestations, on les voit dans l'opposition. Mais qu'est-ce qui se passe au sein du bureau ? Est-ce que le vice-président, le premier vice-président, est contre ce qui se passe ? Il est du MLC. Est-ce que les autres membres de l'opposition sont contre ce qui se passe ? Ou ils sont tout à fait d'accord ? Parce que eux, à moins qu'ils aient été retournés ou achetés depuis, parce que c'est ce qu'on dit, parce que eux sont toujours de l'opposition, et eux œuvrent pour les intérêts de cette opposition. Que disent-ils ? Nous, on appelle à Top Congo les uns et les autres de manière vraiment tout à fait indépendante, en fonction qu'ils répondent ou pas. Je n'ai jamais entendu de dichotomie ou de voix discordantes au sein du bureau. Pourtant, ce bureau, c'est la classe politique des institutions. Tout le monde parle le même langage et donc... Tout le monde parle le même langage. Bon, l'UDPS n'en fait pas partie. Oui. L'UDPS a peut-être des raisons de ne pas adhérer ou de ne pas faire corps avec l'opposition au sein du bureau. À partir de là, on peut dire peut-être que l'UDPS a raison, mais les autres, de quoi parle-t-on ? Voilà, on va continuer à parler de la CENI. Justement, le RCD d'Alzarias Roubérois ne croit pas en l'impartialité de la Commission électorale nationale indépendante. Et du côté des états-majors de l'opposition, ça bouillonne. On va suivre le meeting qu'a livré Étienne Tshisekedi le week-end dernier à Lubumbashi. Et dimanche dernier, c'était la clôture du congrès de l'UNC de Vital Kamerhe, 3e dossier d'Info 7. Ils étaient plusieurs milliers de sympathisants d'Étienne Tshisekedi à se mobiliser depuis le jour de son arrivée le vendredi. Ce samedi, ils se sont encore donné rendez-vous devant le siège de l'Assemblée provinciale du Katanga pour suivre les messages de leurs leaders. Les décors étaient bien plantés, les drapeaux de l'UDPS et alliés flottaient pour soutenir Étienne Tshisekedi. À son arrivée sur les lieux du meeting, il a été fortement ovationné.
Tshisekedi, apparemment rajeuni, monte à la tribune pour livrer son message. Entrecoupé par les applaudissements, le président national de l'UDPS soutient l'alternance au pouvoir car, dit-il, le pouvoir actuel a échoué. « 51 ans, il y a indépendance. Pour nani mboka ya biso ekufi. Mboka ekufi pour la corruption. Pour banda Congo Yassika le 1er janvier 2012. Tshisekedi est candidat déclaré à la présidentielle, mais il lui reste seulement à le confirmer à la CENI. Ces rassemblements populaires s'est déroulé en toute quiétude. Aucun dégât n'a été signalé. 4 jours auront suffi pour l'Union pour la nation congolaise de tenir son tout premier congrès. L'une des résolutions et la plus grande aura été l'investiture de Vital Kamerhe comme candidat de l'UNC à la présidentielle. Kamerhe est le plus heureux pour ce choix. Je voudrais cependant vous exprimer ma profonde gratitude de m'avoir investi unanimement candidat de l'UNC à l'élection présidentielle de novembre prochain. Vital Kamerhe a dévoilé ses ambitions pour redonner l'espoir au peuple congolais, à l'exemple du Brésil. J'ai des ambitions pour notre grand Congo. Je suis convaincu qu'à l'exemple du Brésil, avec sa position géostratégique, ses ressources naturelles et humaines, la République démocratique du Congo, qui ressemble aujourd'hui à un éléphant couché, va se réveiller, va marcher, va entraîner la prospérité pour les Congolais. Il est le candidat déclaré de l'UNC, mais n'exclut pas l'hypothèse de fédérer toute l'opposition autour d'une candidature commune. Je marque mon accord de principe sur la nécessité de cette candidature commune. Il en va de la crédibilité de l'opposition pour représenter une alternative efficace. Les interlocuteurs sont tous d'avis qu'il faut se rassembler pour infliger une défaite au régime en place. Candidature commune certes, mais à dégager au terme des négociations bien menées. L'heure du changement a sonné. Vital Kamerhe en veut pour preuve la détermination du peuple congolais à travers le triomphe de Tshisekedi à Lubumbashi. L'accueil triomphal réservé le vendredi dernier au président national de l'UDPS, M. Tshisekedi Mulumba à Lubumbashi, vient de nous donner une leçon majeure sur le fait que lorsqu'il est mobilisé pour une cause, notre peuple est capable de défier les services d'un État autoritaire et privatisé. Le président national de l'UNC appelle à des élections apaisées et Ngoï Mulunda, a-t-il souligné, n'a pas de pouvoir de découpler les élections. Azarias Roubaix-Roy sort de son silence. Le président national du RCD s'est dit d'abord satisfait de la contribution de son parti à la consolidation de la démocratie en RDC. Le Rassemblement congolais pour la démocratie s'est réjoui, a-t-il indiqué, d'avoir également influencé les décisions du gouvernement. Cette gestion et cette participation ont consisté à influencer positivement les décisions du gouvernement et du Parlement, ont consisté en la réunification du pays, de l'armée, de la police et des autres services, en la rédaction et l'adoption par le référendum d'une nouvelle constitution démocratique. Le pays est actuellement dans le chaos. Roubaix-Roy pointe du doigt la corruption établie en mode de gestion. La corruption a atteint des proportions inquiétantes, on dirait comme jamais auparavant. Et le comble de tout, mieux, le coup fatal, en tout cas contre la démocratie pour laquelle le RCD s'est battu, fut sans doute la révision constitutionnelle de janvier 2011. Elle n'était ni nécessaire, ni opportune pour qui que ce soit. S'agissant des élections, Azarias Roubaix-Roy est clair, la CENI semble déjà servir un camp politique. La CENI en particulier doit garantir son indépendance et la transparence dans tout ce qu'elle fait. Jusqu'ici, elle donne l'impression d'être sous le diktat ou des événements ou des hommes, car insister sur le dépôt des candidatures
dès le 4 août, c'est-à-dire après-demain, menacer de séparer dans le temps la tenue des élections présidentielles et parlementaires, ce n'est ni juste ni équitable et donc pas démocratique. Le RCD appelle également à une candidature commune de l'opposition et invite tous les partis politiques concernés d'y réfléchir rapidement pour espérer l'emporter le 28 novembre prochain. Christian Lussaqueno, je le disais tout à l'heure, on a l'impression que l'opposition bouillonne vraiment avec une détermination de prendre la relève. C'est son rôle, elle est dans son rôle. L'opposition doit, dans toute démocratie, faire en sorte, pas seulement au moment des élections, mais même dans les discussions des lois, même dans la gestion quotidienne. Parce qu'il y a certains opposants qui disent « Oh non, j'ai laissé le temps au pouvoir qui avait la légitimité pendant 5 ans de travailler pour, en fin de course, venir alors qu'elle doit être un chien de garde au quotidien. Un chien de garde au quotidien. Quand je dis chien de garde, c'est quand vous dites chien de garde, c'est votre expression, c'est que elle ne doit pas, encore qu'elle le peut, applaudir quand les choses bien sont faites, mais elle doit critiquer et proposer quand elle n'est pas d'accord au quotidien. Aujourd'hui, la majorité accuse quand même l'opposition d'un criticisme assez aigu. Elle ne serait pas dans son rôle si l'opposition ne critiquait pas. Il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas avoir uniquement une seule voix. Non, ce n'est pas la démocratie. La démocratie, c'est que l'opposition parle et qu'elle parle fort, et qu'elle soit forte, qu'elle parle, qu'elle soit entendue. On dit du choc des idées jaillit la lumière. Ce choc des idées, c'est quoi? C'est tout le monde qui pense la même chose, qui nous amène dans une direction, ou c'est je ne suis pas du même avis que toi, mais en discutant, on va dégager ce qu'il y a de mieux pour le pays. La tolérance, c'est une vraie culture. Ça doit être. Je dis, vous pensez que vous, journalistes, nous recevons dans nos plateaux des personnes qui pensent toujours la même chose que nous? Aujourd'hui, je suis dans le rôle de celui qui est interviewé. Ça veut dire que quelque part, même si j'aime pas ça, vous me demandez de donner votre avis, mon avis. Mais est-ce que vous pensez que je reçois, ou vous savez très bien que les personnes que nous recevons, ils ne sont pas toujours du même avis. Mais notre rôle, c'est absolument de leur donner la parole. Parce que l'opposition, elle est là pour rectifier le tir s'il y a lieu. Alors, l'opposition n'a pas été capable de se trouver un porte-parole il y a quelque temps. Sera-t-elle capable aujourd'hui d'avoir une candidature commune? On en parle unique, une candidature principale, comme dit François Mamba. Est-elle capable? L'opposition est comme la population, avide de moi d'abord. Tout le monde pense qu'il a la supériorité sur l'autre. Vous pensez que là, également, va jaillir l'intérêt personnel? Il n'y a que de l'intérêt personnel. Entre ceux qui disent on doit aller sur les programmes, nous sommes à 3 mois des élections. Y a-t-il un projet costaud Entre ceux qui disent on doit aller sur les programmes, de quel programme on parle? Peut-être, on a eu une multitude de congrès. Vous avez vu des programmes? Vous pensez qu'il n'y en a pas? Vous avez vu des programmes? Je vous pose la question. Vous pensez qu'il n'y en a pas? À quoi servent les congrès? Les congrès servent à faire le point. Les congrès ne servent pas uniquement à désigner des candidats. Les congrès servent à dire... Mais justement, on a vu les différents congrès dégager quand même les axes principaux qui vont faire partie de leur politique. J'ai l'avantage, on va dire, parce qu'on parle de démocratie, d'être né, d'avoir grandi dans la plus grande démocratie au monde qui est la France. Le PS est en primaire aujourd'hui. Ça veut dire le Parti socialiste essaye de se désigner son meilleur candidat. Mais avant de désigner, avant d'arrêter les candidatures de ces différents candidats, ils se sont entendus des candidats pour défendre quoi? Vous connaissez des programmes? Vous pensez donc que le départ est mauvais? C'est vous qui allez répondre à cette question. Il faut commencer par un projet de société. Si vous connaissez des programmes, si vous connaissez des programmes, ça veut dire que vous me contredisez. Moi, je n'en connais pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas croire en la candidature commune. Ça veut dire qu'on s'entende d'abord sur ce qu'on veut faire ensemble. On est élu le 28, on vote le 28 novembre. Le 6 décembre, on est élu. Qu'est-ce qu'on fait le 7?
Qu'est-ce qu'on fait? Vital Kamerhe, par exemple, parle de rendre la RDC plus compétitive que le Brésil, le développer, notamment par l'agriculture, etc. Oui, d'accord. C'est bien. Vous n'y croyez pas? J'ai dit, je n'ai pas vu comment. Vital Kamerhe a écrit un livre, nous l'avons tous lu. C'est bien que des Congolais écrivent des livres. C'est une bonne chose. Ça veut dire que vous ne pensez pas aujourd'hui qu'il soit passé du côté de l'opposition Non, je n'ai jamais dit ça. Vital Kamerhe aujourd'hui... Parce qu'il a parlé de croire en Kabila aujourd'hui. Est-ce qu'on lui renie à l'opposition le rôle d'opposant? Non. Sinon, on ne se poserait pas la question de savoir si Vital Kamerhe peut ou non... Pourquoi vous revenez là-dessus? J'aimerais bien comprendre. Ça veut dire que vous n'y croyez pas? Non, parce que vous m'avez posé la question. Non, c'est vous qui avez parlé du Brésil. Vital Kamerhe a dit, il a un programme, il veut faire comme le Brésil. J'ai dit, oui, mais comment? Monsieur Tshisekedi dit on va lutter contre la corruption. Oui, mais comment? Ça veut dire que vous pensez qu'il n'y a aucun programme aujourd'hui qui peut venir, qui peut prendre la relève des 5 chantiers de la République? Moi, je vais dire, je vais être grossier. Moi, j'ai dit dans les 6 mois, j'épouse Gaël Kibungu. Vous allez me poser la question, vous êtes fou, vous allez faire comment? D'accord? On dit à tout le monde, on veut atteindre tel objectif, mais personne ne dit comment. Moi, je voudrais bien qu'on dise, on va limiter l'inflation à tel truc, on va privilégier telle chose, on va privilégier telle chose. Nous partons, la campagne va démarrer. Les médias, c'est notre rôle. En 2006, on n'a pas vu beaucoup de programmes. On a vu des intentions, une liste d'intentions. Un chapelet de bonnes intentions. Vous avez parlé de l'UNC. Moi, je dis, je parle de l'UNC, je parle de l'UDPS, je parle du MLC, je parle du PALU et je parle de l'AMP. Le PALU qui, notamment, va se positionner auprès du candidat de gauche. Le candidat de gauche, oui. C'est lequel hein? Ce n'est pas Joseph Kabila? Je crois qu'on a essayé de le définir ensemble. Ça a été quelque peu difficile parce que l'UNC, Vital Kamerhe, dit aussi qu'il est de gauche. Donc, vouloir obtenir quelque chose ne dit pas qu'on va l'obtenir. Tout le monde veut lutter contre la corruption. Tout le monde dit il faut lutter contre la corruption. Moi, je pose la question comment? Du style, allez, on va être clair. Tout le monde, quand il arrive au pouvoir, il amène son frère, il amène son cousin, il amène un ami. Bon, on peut parler de la tolérance zéro, par exemple. Hein. Le programme actuel, lutte contre la corruption, qu'est-ce que ça a donné? Certains vous diront on en a arrêté certains, on a enlevé de certains ministres, on en a mis en prison, on a arrêté des gens. Les mandataires publics. Certains vous diront, mais bon, la corruption, c'est pas simplement ce qu'on appelle les coulouna col blanc, c'est pas seulement les ministres. Quand vous allez quand vous allez payer votre facture de la SNEL, de la régie des eaux, je ne veux pas citer personne, je ne veux pas citer qui que ce soit en particulier, mais si vous payez chez moi, la corruption est partout. On commence à condamner qui et qui commence à condamner? Qui commence à arrêter? À tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. On la combat comment? Tolérance zéro. Ça ne marche pas. Il y a eu la vague des nouveaux magistrats. Vous ne pensez pas que c'est la solution? Mais ces nouveaux magistrats se plaignent qu'ils ne sont pas dans les conditions... Non, les anciens magistrats, avant les nouveaux magistrats, se plaignent qu'ils ne sont pas dans les bonnes conditions pour travailler. Alors comment si... Attendez, vous gagnez $100 par mois, vous êtes sur une affaire de $10 000, c'est 100 mois, hein, c'est 8 ans de travail. Vous prenez ou vous ne prenez pas? Là, c'est une question de conscience. Mais quand vous avez faim, votre conscience égale combien? Alors, les alliances, déjà, ça crée des surprises. On ne sait pas qui sera avec qui exactement. Mais les calculs électoraux également, dans les différents fiefs, à qui est tel ou tel autre fief, il y a beaucoup de surprises de ce côté-là. Vital Kamerhe est étonné à Goma, Bukavu, Tshisekedi au Katanga. Pourquoi il vous étonne? Moi, ça n'a étonné personne. Vital Kamerhe ne doit pas étonner à Bukavu. Ça a quand même été l'un des meilleurs scores de la République, que je sache, en 2006. Aux côtés de Joseph Kabila. D'accord, mais aux côtés de Joseph Kabila ou pas, Vital Kamerhe, intrinsèquement, on ne va pas lui retirer le fait qu'il représente quelque chose. Etienne Tshisekedi... Vous êtes donc d'accord avec ceux qui pensent que c'est quand même lui qui a fait élire Joseph Kabila? Joseph Kabila a été élu par lui-même, pour lui-même. On n'a pas... Vital Kamerhe croyait en Joseph Kabila. Il a même écrit, puisque vous parlez des livres. Il croyait en Joseph Kabila. C'est Joseph Kabila qui a été élu, pas Vital Kamerhe. Maintenant, est-ce que Vital Kamerhe aujourd'hui... Profite-t-il de l'aura de Joseph Kabila? C'est quoi? C'est la traînée de poudre Mais pourquoi est-ce que vous voulez toujours que les gens vivent des autres? Pourquoi les gens ne pourraient pas être intrinsèquement ce qu'ils sont? Pourquoi est-ce que Joseph Kabila ne serait que le fruit d'autres? Pourquoi est-ce que Vital Kamerhe ne serait que le fruit d'autres? Chacun est ce qu'il est. Chacun représente ce qu'il représente. Etienne Tshisekedi au Katanga, ça n'étonne pas non plus? Pourquoi?
quand vous voyez la population qui est là-bas, quand vous voyez que le Katanga, quand vous voyez que le Congolais n'est pas forcément content de son social, n'est pas forcément content de son vécu, mais le Congolais à qui vous dites, moi je suis l'alternative, c'est à lui qu'il faut offrir pas seulement le discours, mais c'est à lui qu'il faut expliquer, vous allez faire comment. Toute personne, à la limite, moi je sais pas, hein, vous êtes sûr que si j'allais à tel ou tel endroit, on ne me dirait pas vous ou vous. On ne dirait pas oui, on a vu les autres, vous peut-être que c'est le nouveau vent. Non. Bon, plus sérieusement, toute personne qui représente peut-être l'espoir va être accueillie en Moïse. Vous pensez donc qu'il y a lieu de parler d'espoir. Quel bilan on peut faire de cette législature? Non, la législature a été la première législature de la République. Je n'ai pas envie d'être... on va pas être gentil avec. Ça a été la législature des coups ratés. C'est clair qu'il y a eu beaucoup de choses qui n'auraient pas dû avoir lieu. Et je ne veux pas mettre ça sous le coup du manque de maturité ou de la jeunesse de cette démocratie. Parce que c'est quand même la première législature. Mais on ne peut pas dire non plus qu'il n'y a rien eu. Celui qui dit qu'il n'a rien eu, ça veut dire qu'il ne voit pas ce qui se passe. Il y a eu quoi exactement, Christian de Sapeno? Il y a eu, on ne doit pas simplement dire... Vous savez, quand on dit qu'il n'y a que de l'esthétique, c'est qu'il y a eu aussi quelque chose. Mais moi, je ne vois pas ce pays redémarrer s'il n'est pas reconstruit. Maintenant, est-ce que je défends les 5 chantiers? Certains vont dire... Combien de temps doit prendre tout ça? Oui, mais écoutez, je parlais de l'opposition. Il faut un programme, justement. Est-ce que tout ça a été fait selon des plannings Je parlais de l'opposition. Précis. Je parlais de l'opposition, je parlais du mariage qu'il doit y avoir quand même entre l'opposition et le pouvoir. Dans tous les pays du monde, il y a un mariage. Dans le sens où tu ne marches pas, je te rentre dedans. Ça marche, c'est comme monsieur, madame. À un moment donné, s'il y en a un qui a plus de pouvoir que d'autres. Si ça ne marche pas, dites-nous qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche mieux. Aujourd'hui, dans toutes les interviews qu'on fait, on dit par exemple, oui, les gens reconnaissent qu'il y a eu quelque chose, mais que ce n'est pas assez. Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose. Moi, je n'ai pas dit que c'est bien, hein, mais j'ai dit qu'il y a eu quelque chose. Et apparemment, tout le monde ne semble pas être d'accord à l'opposition. Maintenant, au pouvoir, on ne doit pas se reposer non plus sur ce qu'on voit. Il faut nous expliquer on va où. 5 ans de plus pour faire quoi? L'opposition, 5 ans pour faire quoi? Et il n'y a personne qui a plus d'avantages que l'autre. Il y en a qui parlent de prime du vainqueur, ça n'existe pas. Il y en a qui parlent de... parce qu'ils surfent sur la vague, c'est ce qu'on dit de certains. Ils surfent sur le mécontentement. Il n'y a pas plus de prime pour l'un pour l'autre. Christian, avant de passer au dossier suivant, j'aimerais bien qu'on fasse allusion aux échauffourées qu'il y a eu entre l'UDPS et l'UNAFEC. De ce côté-là, il y a quelque chose à redire aussi. Hein. Élection apaisée, ça ne sent pas bon. Il faut qu'on signe le code de bonne conduite. Il faut que chacun apprenne à respecter l'autre, quel qu'il soit. C'est pas parce que vous avez le pouvoir, c'est pas parce que vous êtes dans l'opposition que, 1, vous avez le droit d'utiliser la force publique, que 2, que vous avez... que vous pouvez peut-être déclarer, si je ne dis pas que c'est le cas je dis pas que c'est le cas de l'UNAFEC et du DPS, que vous pouvez permettre n'importe quoi parce qu'on dira que c'est vous l'opprimé. Non, il faut que, au-delà de ce code de bonne conduite, parce que je n'ai pas envie de revenir à ce code de bonne conduite de la CENI, que nos dirigeants apprennent à ne pas à ne pas appliquer la politique de la chair à canon. Il faut être responsable. Ceux qui souffrent, c'est bizarre, ce sont ceux qui souffrent qu'on envoie au front. Vous n'entendrez jamais qu'il s'est passé ça de tel, ou lui directement. Non, il faut que l'on soit responsable. C'est la politique, c'est pas la guerre des tranchées. Voilà, on va parler du caucus, ces assises qui se sont déroulées à Kinshasa durant 3 jours au cours de cette semaine. La rencontre des gouverneurs des pays partenaires, des institutions de Bretton Woods et de l'autre côté, puisqu'on a parlé agriculture au cours de ces assises, vous suivrez la réaction d'un expert dans ce domaine à ce sujet. C'est donc le 4e dossier d'Info 7. Après 2 jours de travaux, le gouverneur africain auprès des institutions de Bretton Woods ont rendu public quelques recommandations. Il s'agit premièrement de la représentation de l'Afrique dans les institutions de Bretton Woods.
Il souhaite un 3e siège pour l'Afrique subsaharienne au Conseil du FMI, mais également la révision de la formule de calcul de quote-part afin d'accroître celle de pays émergents et en développement. Certaines recommandations ont concerné particulièrement l'amélioration de la productivité agricole de pays africains, notamment la mise en œuvre de mesures à court et à long terme visant à renforcer la résistance aux risques agricoles et améliorer la productivité en raison de leurs effets multiplicateurs en faveur de la croissance et de la réduction de la pauvreté. Pour surmonter les déficits énergétiques dans le continent noir, le ministre des Finances africain a demandé au groupe de la Banque mondiale un financement supplémentaire pour 4 projets. Inga 3 et les grands Inga en République démocratique du Congo, les pôles énergétiques de l'Afrique australe, le projet d'aménagement hydroélectrique de Lampagar au Cameroun. Les pôles énergétiques de l'Afrique de l'Ouest et de l'Est ont aussi été pris en compte. Adolphe Muzito, Premier ministre congolais, a salué les efforts fournis au cours de ces assises avant de les clôturer. Un groupe de travail composé de présidents de groupe, de gouverneurs et de ministres de l'énergie de la RDC, de la Guinée et du Kenya, sous la direction du président du caucus, a été mis en place. Ce groupe de travail va travailler en synergie avec l'équipe technique désignée par les institutions de Bretton Woods et rendre compte des progrès réalisés à l'occasion de la réunion du groupe africain de 2012, prévue à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Avec la poussée de la mondialisation, aucun pays ne peut vivre renfermé sur lui-même. Mais cela n'empêche pas que les pays concernés par les politiques agricoles puissent asseoir ces politiques sur des bases réelles avec des objectifs précis. C'est bien beau de recourir auprès du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, encore que dans la plupart des cas, on n'a pas vu ces institutions-là, qui d'ailleurs n'ont pas la vocation de développer, mais d'appuyer et arriver à un développement, c'est le cas de la République démocratique du Congo. Je crois que la question essentielle, est-ce que nous avons des ressources internes suffisantes pour financer le secteur agricole? Si on constate que par rapport à nos potentialités naturelles au Congo, nous n'avons pas ces ressources, on peut recourir à la Banque mondiale comme à d'autres institutions, mais dans la mesure où nous savons pourquoi nous y allons. Nous n'avons pas encore des politiques agricoles assez précises, avec des objectifs clairement définis. À titre d'illustration, même le cadre normatif, vous savez que le Parlement a voté dernièrement le code agricole, qui n'a toujours pas été promulgué, pour inciter les investisseurs à venir. Voilà, les gouverneurs des pays partenaires de Bretton Woods réunis, les ministres des Finances, principalement, il faut le dire. La RDC demande des financements pour la réhabilitation, notamment du secteur énergétique, avec nos grands barrages qui peuvent alimenter une grande étendue en Afrique, et aussi l'agriculture. On en parle depuis 5 ans. Y a-t-il vraiment une politique à ce sujet? Financement, oui, mais politique, qu'est-ce que ça donne? C'est un peu maigre l'agriculture. Quand on redémarre, quand on installe ces infrastructures comme on le voit aujourd'hui au Congo, il serait quand même important à côté de ça d'installer des unités de production. C'est pourtant la mode des différentes fermes, hein. Chacun vient... Pas chacun sa ferme. Un regroupement de fermes. C'est peut-être l'entendement en fait de la politique d'agriculture. Un regroupement de fermes. On ne parle pas d'agriculture, on ne devrait plus parler d'agriculture, on devrait parler d'agro-industrie. D'agro-industrie, des industries tout court d'ailleurs au Congo. Parce qu'ici on parle beaucoup de... On est un peu trop dans l'artisanal. Le Congo a eu, à Massimaniba par exemple, une des plus grandes fabriques d'huile de palme. Aujourd'hui, chacun a quelques palmiers et les exploite. On retrouve l'huile de palme ça et là au marché, mais le coût de l'exploitation est plus important que le prix de l'huile de palme importée est moins cher que l'huile de palme
produite en local ici. On ne doit pas parler d'agriculture en termes d'agriculture artisanale, du petit artisan, ou alors si petit artisan il y a, petit artisan regroupé au sein de coopératives qui, ces coopératives leur permettraient d'avoir l'assurance d'un profit chaque mois, notamment pendant les semences, et ces coopératives se feraient rembourser éventuellement au moment des récoltes. On doit aujourd'hui penser Congo à grande échelle, et pas simplement. Et avec tous les atouts que la RDC a, les grandes forêts, énergie, etc., on devrait quand même discuter. On n'a que ça. En position de force. Maintenant, non, en position de force, oui. Vous savez, vous pouvez avoir une maison, ou vous pouvez avoir une propriété où on vous explique que 10 000 mètres sur terre, vous avez des milliards de pétrole. Si l'investissement est de 100 millions et que vous n'avez même pas un demi-million, vous êtes pauvre. Vous êtes à la merci. Vous êtes à la merci de ceux qui ont l'argent. Il faut faire venir ceux qui ont l'argent. Il faut au mieux négocier ces investissements pour que le pays en retire un maximum. Les assises se multiplient dans la sous-région, etc. Maintenant, c'est ici, on a la présidence du caucus. Des experts, des études, on en a, on en veut, on en a. Aujourd'hui, on est celui qui n'a pas la nourriture à Maloueka, celui qui ne mange pas, même on va dire, parce que je vais dire Maloueka, on va dire, il cite, même dans les quartiers à l'époque dits riches, celui qui ne mange pas, vous allez lui expliquer que non, attends qu'on termine les études, quand on aura fini les études, ce qui a été dit notamment lors du paiement des différentes dettes, etc., on demande du temps, de la patience. Non, en ce qui concerne les paiements des différentes dettes, c'est différent. Quand vous n'avez pas payé pendant des années que vous commencez à payer, vous croyez quoi? Même quand vous allez à la banque pour de l'argent, il faut se serrer la ceinture. Il faut serrer la ceinture, c'est clair. C'est pas non plus facile de l'expliquer à quelqu'un qui a faim, à quelqu'un qui n'a pas été payé depuis de nombreuses années. On a aujourd'hui PPTE, avant on avait d'autres politiques, entamées notamment sous la primature de Léon Kengo-Adondo au début des années 80. À l'époque, on parlait d'austérité. On parlait déjà d'austérité. Et à l'époque, à la différence avec maintenant, il n'y avait même pas de plan social. Aujourd'hui, on pense un peu social, mais le social... Le bilan de cette année du social 2010. Oh, ça, je crois qu'il serait fortuit de dire aux Congolais que ça va mieux. Parce qu'ils diraient tout de suite... on nous dit quand même que ça va mieux qu'il y a 15 ans. Vous êtes de cet avis? Ça... Je ne veux pas m'exprimer en termes qualitatifs. Je ne peux pas m'exprimer en termes qualitatifs. C'est clair que s'il y a 15 ans, il y a 15 ans, on était au pillage, ou presque, on sortait des pillages. C'est clair que s'il y a 15 ans, on pensait que la mauvaise période était passée, aujourd'hui, on se rend bien compte que, après avoir tout détruit, la mauvaise période peut durer longtemps si on ne fait pas le nécessaire pour que ça aille mieux. Et pour ça, il faut notamment commencer à asseoir le minimum d'infrastructures. Et je ne parle pas uniquement des routes, je parle même d'infrastructures c'est des routes, c'est le boulevard du 30 juin, c'est le boulevard Lumumba, c'est des routes à dessert agricole. Par où devrait-on commencer? L'infrastructure, c'est aussi le courant. Quand vous voyez, par exemple, je connais un pays comme la Guinée, premier producteur de bauxite qui veut se servir du courant de Inga pour pouvoir produire ou raffiner sa bauxite. Vous vous rendez bien compte que quand on parle d'infrastructure, on ne parle pas que des routes. Les routes aident. Le train aide aussi. Mais quand on parle d'infrastructure, c'est que, moi je ne parle pas que de l'infrastructure routière, je parle d'infrastructure juridique surtout. Comment un investisseur va-t-il venir dans un pays où il peut être condamné à payer 100 millions de dollars pour une histoire de 10 000 dollars? Donc il faut les routes, le train, les infrastructures, quand je parle, vous parlez de travaux publics, aménagement du territoire, mais il faut aussi la justice, il faut aussi l'éducation, parce que c'est bien beau de mettre en place des routes, c'est bien beau de mettre en place une justice. Mais s'il n'y a personne pour l'appliquer, parce que personne ne connaît, 1, à quoi sert la route, 2, qu'est-ce que c'est que la justice, et 3, même, là je vais peut-être à l'excès, on dirait... civisme. Lire, écrire, comprendre ce qu'on vous a posé, comprendre ce qui... Il faut être instruit pour le faire. Combien d'enfants ont accès à l'école? C'est aussi une des infrastructures
qui doit être priorité des priorités. C'est un des chantiers du programme actuel. C'est un des chantiers du programme actuel. Voilà, on va parler d'un autre chantier. Il s'agit de la santé, avec le dépôt d'un mémo du personnel de santé. Et de l'autre côté, on parle mort d'homme au camp Kokolo, des images assez dures. On va le voir dans ce 5e dossier d'Info 7. Les secteurs de la santé congolais restent de plus en plus secoués et l'augmentation des cas de choléra à Kinshasa en est une preuve. Conscients de ces dangers, les participants au 4e Forum Santé Pars sont montés au créneau et exigent une implication toute particulière du gouvernement en général et du ministère de la Santé en particulier. C'est avec regret et consternation que ces personnels de la santé ont annoncé les risques que présente la rupture des stocks de vaccins des maladies transmissibles pour les enfants âgés de 0 à 5 ans, les désengagements des partenaires extérieurs, pourtant acteurs clés du secteur de la santé, ainsi que la faible couverture vaccinale, pour ne citer que cela. La faible couverture de besoins nationaux en traitement antirétroviral et le risque d'arrêt de traitement en cours de malades du sida, notamment suite aux désengagements progressifs de plusieurs partenaires au développement dans le secteur de la santé. Pour éviter les pires, ces personnels de santé venus des 4 coins du pays exigent un peu plus d'attention de la part de l'autorité pour ne pas allonger la liste des mots qui rongent déjà la population congolaise. Face à cette situation de crise sanitaire urgente, nous, participants au Forum Santé, en appelons à l'intervention urgente du gouvernement de la République pour l'achat de vaccins évalué à 4,5 millions de dollars américains et les médicaments antirétroviraux estimés à 5 millions de dollars américains afin de couvrir le besoin jusqu'à la fin de l'année 2011. Invitons les ministres de Finances à accéder sans délai à la requête soumise par le ministre de la Santé publique afin de pallier rapidement à cette crise. À l'aube de la date butoir fixée pour l'atteinte des objectifs du millénaire, les couleurs s'annoncent sombres en RDC, bien qu'il soit toujours permis de rêver. Ces corps inertes écloués au sol et celui d'un certain Kabasele, premier sergent de FRDC résidant les camps Kokolo. Déclaré disparu il y a près de 2 jours, l'infortuné a été retrouvé enterré par des personnes non autrement identifiées. Saisi de cette situation, Florent Lébé, bourgmestre de la commune de Bandalungwa, s'est dépêché sur place afin de se rendre effectivement compte de cet acte qu'il qualifie d'ignoble. Nous sommes descendus sur le terrain, constatés ensemble avec les collègues militaires du camp. Effectivement, il y a un cas de meurtre. Apparemment, il doit avoir été tué et foncé dans le trou. C'est un cas que nous regrettons nous tous. C'est un militaire bien connu. Je ne sais pas s'il y a eu des antécédents dans son entourage immédiat. Ça, nous laissons à la justice militaire. Étant donné que nous sommes dans le domaine militaire, nous ne faisons pas de commentaires. Je suis venu seulement constater et laisser à la justice militaire de faire son travail. En attendant que les circonstances de cette disparition soient élucidées, les éléments de la Croix-Rouge s'emploient à déterrer cette dépouille mortelle pour qu'elle soit placée dans un endroit approprié. Alors, comment se porte le chantier santé? Beaucoup d'infrastructures, enfin, plusieurs hôpitaux construits, mais est-ce que la population a accès aux soins médicaux de base? Est-ce que les médecins sont mieux payés? Tout cet ensemble, ça donne quoi? Ça donne espoir fait vivre, on dira. Maintenant qu'on a des hôpitaux, peut-être que ça va aller mieux. Peut-être qu'on va les approvisionner en médicaments. Peut-être qu'on va mieux payer les médecins. Peut-être qu'on va installer une sécurité sociale. On peut rêver. Elle existe, hein, l'INSS. Elle existe. Il y a des endroits, mais bon. Et endroits pour quels soins? La mortalité infantile, ça le croît. Choléra, l'hygiène qui va... Ouais. Bon, on organise... Déjà qu'il n'y a pas d'eau, c'est que c'est compliqué, hein, avec tous ces problèmes de salubrité, etc. Toutes ces maladies qui ressurgissent. Vous voulez que je vous dise quoi? Que je constate la même chose que vous? Qu'il y a beaucoup de choses à faire encore? Aujourd'hui, vous êtes mon invité. Il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. Il y a trop de choses à faire. Et malheureusement, sur ce coup, on nous avait promis un hôpital par district, je crois.
À mon avis, on est loin du compte. À mon avis, on est loin du compte. On peut parler de démagogie? Est-ce qu'on peut parler de discours électoraliste? Est-ce qu'on peut parler... Non, ce que l'on peut dire, c'est que, c'est valable pour majorité comme opposition, les discours seuls ne suffisent pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous faites comment? Interview à diffuser, il faut bien que je vous le dise. L'invité de la rédaction de Top Congo ce lundi est l'ADG de l'Agence congolaise des grands travaux, M. Ilunga. Il dit que par rapport au projet chinois, 30% du total a été décaissé et que nous ne voyons que la face visible de l'iceberg. Ça veut dire ce qui va arriver est grand. Mais entre-temps, on fait quoi? On souffre. Et toutes ces morts d'hommes, apparemment, c'est devenu presque les rubriques de chiens écrasés. Hein. Mort d'homme par-ci, mort d'homme par-là, pas d'enquête. Même en tout si cas, certains disent que la criminalité au Congo est plus faible que dans d'autres grandes villes. Jeudi, récemment, j'ai eu vent d'une dame dentiste qui a été dépouillée par des voleurs la nuit et qui, en plus, l'ont battu à coups de machette gratuitement. Au quartier Rigini, ces jours-ci, c'est carrément le lot quotidien. Il n'y a pas de courant, on tue tous les jours. Tout est amplifié par le fait de courant, le fait du manque de courant. C'est triste. On n'est pas au royaume des statistiques. On est au royaume des faits. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui disparaissent. Un mort, c'est un mort de trop. On est dans une société qui se reconstruit, on n'est pas dans une société où on doit se tirer ou se tuer entre nous. On a besoin de toutes les énergies pour reconstruire ce pays. Voilà, justement, puisqu'on parle de courant, on va y aller avec cet élément qui va vous montrer certains qui se réjouissent pour le rétablissement de courant après une coupure de 2 jours, mais dans d'autres quartiers, il n'y a jamais de lumière. Carrément, ils ne savent plus à quoi ressemble le courant électrique. C'est dans ce 6e dossier d'Info 7. Il s'agit ni plus ni moins d'une bonne nouvelle pour les habitants de la commune de Kintambo et d'Ngaliema. Après 2 jours privés d'électricité, ces populations peuvent à nouveau renouer avec des habitudes des citadins. La panne, causée par la section des câbles moyenne tension ici au chantier de la route Monjiba, où un engin de la société commise aux travaux de réhabilitation et de modernisation de la route a dû carrément sectionner les câbles, avec des incidents sur les secteurs de Ngaliema et de Kintambo. Willy Likoulia, directeur des travaux à la SNEL, explique. Il y a un engin de génie civil de l'entreprise qui travaille sur l'avenue Mondjeba qui a touché le câble. Et puis ils ont même déstabilisé les poteaux de la ligne. Après cette coupure, la SNEL est intervenue pour remettre la situation au point. Nous avons remis la situation hier soir et qu'aujourd'hui on est en train de voir comment terminer les derniers réglages de la ligne. Une ligne plusieurs fois victime des travaux de réhabilitation et de modernisation de la route. Un responsable de la SNEL disait à nos reporters « On ne peut fabriquer des omelettes sans casser les œufs ». L'annonce de la réception des transformateurs Pimpant Neuf par la SNEL n'est pas entrée dans des oreilles de sourds, ici dans celles des habitants de Binza-Ozone. Mais devant l'obscurité qui les entoure chaque nuit, avec comme corollaire l'insécurité troublant leur quiétude et autres souffrances, ces habitants sont plutôt perplexes. Dans les coins reculés, dans les zones périphériques, ça crée beaucoup d'insécurité. Ces derniers temps, nous assistons à beaucoup de cas de décès suite à l'absence de courant. Donc vraiment, ça crée la désolation même. Et puis bon, sur le plan même économique, vous savez, il y a certaines personnes qui vivent seulement du courant, qui tournent leurs machines grâce à l'électricité. Alors, s'il n'y en a pas, même sur le plan économique, social, ça crée aussi un déséquilibre dans les foyers. Et surtout, on dit aussi, quelqu'un qui est privé de l'information n'a pas peu de droit à la vie. Pour cet homme, il appartient au gouvernement de répondre rapidement aux préoccupations primaires de la population.
Ils ont fourni beaucoup d'explications, beaucoup d'excuses, mais il n'y a pas toujours un changement. Ce que nous pouvons encore retirer notre souhait auprès de ceux qui dirigent, qu'ils puissent donc revoir vraiment ces problèmes, vraiment, donc, surtout à la hâte. En tout cas, cela va un peu soulager tant soit peu la population. L'électricité fait partie des secteurs prioritaires du développement d'un pays, ici de la RDC. Voilà, la Société nationale d'électricité nous a expliqué que le niveau du fleuve a baissé. C'est un fait. En attendant, on fait quoi? La sécurité, le taux d'insécurité, il augmente. Il y a plein d'autres dégâts également. Les gens qui perdent leurs appareils, etc., mais qui reçoivent encore des factures de la SNEL, même pour des services qui ne leur sont pas rendus. J'ai envie de vous poser la question. C'est la première année que le niveau d'eau baisse à ce point? Et il y a 3 mois, c'était le niveau d'eau responsable? Et ne fallait-il pas prévoir? C'est même pas une question de prévision, c'est il n'y a pas de courant, c'est tout. Dites pourquoi il n'y a pas de courant. C'est plus simple de dire pourquoi il n'y a pas de courant. Nous, on travaille avec l'énergie électrique. Ouais. Vous savez ce que coûte, excusez-moi de le dire, je vais peut-être choquer ceux qui n'ont pas ça. Vous savez ce que coûte un groupe électrogène par jour? Et avec tous les dégâts que ça peut causer. Vous savez ce que la SNEL, ou la manière à laquelle la SNEL est virulente avec vous quand vous ne payez pas les factures, alors qu'elle ne rend pas le service? Je veux bien participer au développement. Vous avez parlé de patience. Là encore, il faudrait un peu de patience. Là, il faudrait, à mon avis, il faudrait prendre des mesures autres que celles qui sont prises à l'heure actuelle. Soit dire, elle pète. Et pourtant, il y a une arrivée massive de transfo par-ci par-là. Peut être une mesure communicationnelle. Dire, on n'est pas capable. Dire, on n'est pas capable, on a tué qui? On n'est pas capable, on n'est pas capable. Quand on n'est pas capable, on dit soit je ne suis pas capable de trouver quelqu'un d'autre, soit je ne suis pas capable, mais comme il n'y a personne d'autre, ben comprenez qu'on ne soit pas tous capables. C'est des problèmes qui datent quand même d'une quarantaine d'années, hein, pas d'entretien de ces grands barrages, etc. On n'est pas capable. On n'est pas capable. Ah, on n'est pas capable. Vous voulez que je vous dise quoi? On n'est pas capable. Quand on n'est pas capable, on rend son tablier ou on cherche... La démission, c'est pas une culture congolaise. Hein. Oh, vous savez, à ce rythme-là, on va dire aussi l'excellence n'est pas une culture congolaise. Parce que quand on n'est pas capable, on doit pouvoir dire « j'y arrive pas, passons à autre chose, ou appliquons notre politique, ou passons à d'autres hommes ». Mais on ne va pas dire tantôt c'est ce qu'on a commandé c'était pas bon, tantôt haute tension, tantôt le niveau d'eau. Bientôt qu'est-ce qu'on nous dira? On table quand même sur des mandataires, sur des ministres qui vont apporter plus d'expertise. Est-ce que le problème c'est dans les hommes? Est-ce que le problème c'est pas dans les infrastructures? C'est pas dans les moyens? Vous me voyez triste de devoir dire qu'il y a un moment donné où la politique doit laisser la place à ceux qui savent. C'est pas parce que vous allez nommer un PDG au regard de ses appartenances politiques que vous allez avoir le meilleur résultat. Est-ce qu'on a le bonhomme à la bonne place? Je ne critique pas M. Yengo, hein, c'est l'actuel PDG de la SNEL. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement? Parce que là, pas de courant, vous savez, pas de courant, à un moment, il y a 2-3 ans, en ce qui nous concerne, parce qu'on habite quand même le quartier des radios, et on travaille à la radio. À l'époque, il y a 2-3 ans, il n'y avait pas trop de coupures. Vous imaginez que d'un coup... Aujourd'hui, il n'y a même plus de quartier résidentiel, c'est partout, à Gombe, Kalina. Il n'y a plus, maintenant c'est trouver un système de substitution performant. Parce que quand la SNEL vous envoie du courant qui est souvent entre 180 et 190 volts... Il y a également l'accroissement de la population, il y a tout ça là... Réorganisons alors le développement ou le déploiement de la population sur toute l'étendue du territoire. C'est aussi une priorité, puisqu'on n'arrive pas à donner du courant à ceux qui doivent en avoir. C'est vrai qu'il y avait 1 million ou 400 000, on dit à l'époque, enfin 1 million, on va dire, de population à Kinshasa. Aujourd'hui, il y en a 9. C'est vrai qu'on ne peut pas fournir tout le monde avec les mêmes infrastructures, mais qu'on dise quelque chose. C'est vrai que ça va obligatoirement passer par la presse, mais en quoi ça dérange? Dites-nous.
Voilà, on va terminer, on en a parlé, on va revenir là-dessus. Les infrastructures routières, je vais vous proposer la réhabilitation de la 2e rue Limété. De l'autre côté, la reprise des travaux sur la chaussée Kimwinza, 7e et dernier dossier d'Info 7. Voici l'entrée de la 12e rue Limété, côté résidentiel à partir du boulevard Lumumba. Cette artère relie désormais la commune de Limété et celle de Calamon. Ce tronçon routier a été réhabilité, passant par le quartier Bombélé jusqu'à Yolo Capella. Plus question de détours inutiles, comme auparavant, les habitants de ce coin de la capitale parlent d'un rêve réalisé. Nous avons vu que la route vient d'être réhabilitée, et maintenant ça devient praticable. Et coup de chapeau au membre du gouvernement et au président de la République pour l'utilisation de ces chantiers qu'il est en train de réaliser. C'est Pelliato. Nous sommes contents pour la réhabilitation de ce tronçon des Mombélé. Cela va désormais nous faciliter la tâche pour nous déplacer. C'est bien. Pour d'autres, la réhabilitation de ce tronçon ne résout pas le problème du ventre. La route est bien faite. Mais est-ce que nous mangeons la route? Se promener sur la route pendant qu'on n'a pas encore mangé. Tout au long des travaux, certaines maisons environnantes ont été démolies et les victimes sont prises en charge par le gouvernement. Et Sacrificas fait son travail. Puis c'est sûr, il est venu puisqu'il continue. Vous voyez que nous sommes encore en chantier. Ils sont en train de construire la clôture. Après la clôture, ils vont mettre le même portail qui est de l'autre côté. Ce tronçon routier mesure près de 2 km de longueur. Sa réhabilitation est saluée par ses usagers qui disent échapper aux embouteillages dans cette partie de la capitale. Pelle chargeuse, camion-benne, cantonnier, tous au travail. L'Office des voiries et drainage a bel et bien repris les travaux de réhabilitation de ces tronçons routiers. Une reprise qui déjà fait la satisfaction de la population de ce coin de la capitale. Nous sommes dans une grande satisfaction en voyant l'état de délabrement de la route. On quitte Victoire et tard dans la nuit, on est à la joie. Mais si on arrive seulement à cette petite contrée, on a des problèmes et surtout pendant des saisons de pluie, ça nous fait très mal. Alors nous sommes très satisfaits de voir que cette portion qui nous coûtait un peu du temps, bon, s'est arrangée. C'est une grande satisfaction pour nous. Ces messieurs, lui, se réjouit de la rapidité avec laquelle les travaux se sont exécutés par rapport au premier tour. Ces travaux sont financés sur fonds propres du gouvernement central. Selon les chefs d'équipe trouvés sur les lieux, tous les moyens sont présents pour atteindre les objectifs dans un bref délai. Voilà, on construit des routes, mais bon, il y a un peu... on ne sait pas si c'est bien entrepris, en fait. On commence, on s'arrête, un peu de l'inachevé, on touche à autre chose. Et de l'autre côté, il y a des montants qui choquent. L'argent déboursé pour faire ces routes, est-ce que ça correspond vraiment à ce qui devrait être déboursé? Il faudrait d'abord être très méticuleux là-dessus. On dit $1 million le kilomètre pour la route bitumée, de 80 à 100 000 pour des routes en terre. Il faudrait qu'on soit précis et pointilleux là-dessus, sur l'utilisation de ces fonds. Ça c'est clair, première chose. Deuxième chose, ces routes sont indispensables au développement d'un pays. Comment voulez-vous pouvoir penser vous développer si vous n'avez pas de route? On va à Kikwit maintenant en 5 heures, 5-6 heures. À Matadi en 4 heures, avant il fallait 2 semaines. Comment vous pouvez penser échange? Est-ce que les routes sont les seules infrastructures à développer? Pour le cas du Bas-Congo, pour le cas du Katanga et des Kasaï, jusqu'au Maniema, il y a le train aussi. Il faut développer toutes ces infrastructures. Est-ce qu'on pense entretien? C'est un autre problème. Hein? Un jour, je ne sais pas qui m'a posé la question de savoir si vous connaissez le mot entretenir en lingala. Vous voulez dire? Je ne parle pas bien lingala, je ne peux pas vous trouver le mot, mais c'est notre gros problème, l'entretien. C'est notre gros problème. Mais parce qu'on sait pas entretenir. Ça veut dire que ça n'existe pas.
bon, c'est vous qui l'avez dit. Hein. Mais est-ce que pour autant, cela veut dire que l'on doit, parce qu'on ne sait pas entretenir, que l'on doit rester sur nos pistes, sur nos pistes de l'époque, nos routes avec des trous? Il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Faut commencer quelque part. Aujourd'hui, on a des routes. Sont-elles bien faites? Sont-elles pas bien faites? C'est à l'usage qu'on va le voir. Moi, je ne suis pas ingénieur en BTP, en bâtiment et travaux publics, pour vous dire si c'est bien fait ou pas. Je constate que pour le moment, c'est là. Et que quand c'est mal fait, comme c'est le cas sur l'avenue du tourisme que j'emprunte assez souvent, on referme et on recommence. On a interviewé à ce sujet le responsable de la coordination en ce qui concerne le projet chinois, M. Moïse Kanga. Il nous a déclaré que le temps de l'exploitation des uns et des autres dans le cadre de cet accord 3 milliards ou 6 milliards, le temps de cette exploitation, toutes les routes qui ont été construites par les Chinois seront à maintenir en l'état s'il y a malfaçon. L'entretien, c'est nous. Mais s'il y a malfaçon, les Chinois devront nous donner des routes viables. Donc, quelque part, il y a certaines garanties. Maintenant, ces routes doivent être construites. Si vous me posez la question de savoir si c'est une bonne chose, ne comptez pas sur moi pour dire non. J'ai dit tout à l'heure, je suis né, j'ai grandi en France, dans un pays où même des petites nationales sont transformées en autoroutes. Je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas construire des routes. Ça a un coût. C'est clair. Maintenant, où est la priorité? On a un beau boulevard, pas encore terminé. On a pensez aux mesures d'accompagnement également face à tous ces gros embouteillages. Non, les gros embouteillages, je ne suis pas porte-parole. Je ne suis pas porte-parole de l'Agence congolaise des grands travaux. Je vous l'ai dit, la DG de l'Agence congolaise des grands travaux sera l'invité de Top Congo demain matin. Non, j'ai les réponses. Vous n'allez pas me demander vous n'allez pas me poser des questions et que je fasse comme si je ne savais pas pourquoi. Aujourd'hui, les embouteillages, c'est pourquoi. Vous savez, ce que le Congolais a l'habitude de dire en saison des pluies, il a l'habitude de dire où est-ce qu'ils étaient en saison sèche. Quand j'ai posé la question à l'EDG, il dit mais pourquoi vous faites beaucoup de travaux maintenant? Il n'y a pas moyen de réguler tout ça avec la police, etc. Il m'a posé la question, je lui ai posé la question, pourquoi vous forcez maintenant? Il m'a dit, 1, les écoles sont fermées, 2, il y a la saison sèche. Certains pensent que c'est pour les élections, non? La réponse qu'il m'a donnée, c'est saison sèche, on en profite, il ne pleut pas, ça peut avancer plus vite. 2, il n'y a pas d'école, donc si les gens souffrent des embouteillages, ils en souffrent moins, parce que quand il y aura des écoles, ce sera pire. Je vous donne la réponse qui nous a été donnée par l'Agence congolaise des grands travaux, dont, sur Top Congo, je vous rappelle, l'ADG sera invité ce lundi. Alors, Christian Lesakene, on va conclure ce magazine. J'aimerais bien poser une petite question de curiosité que se posent certains de mes téléspectateurs. Souvent un problème d'impartialité chez les journalistes. Quand ils sont employés, c'est encore plus difficile. Quand ils sont patrons de presse, ça paraît encore, on en doute encore plus, soit politique, soit ami aux politiques. On vous prend pour un ami du pouvoir. Vous savez, il y a un livre qui a été édité en France. Excusez-moi, je fais toujours la comparaison. Parce que là-bas, jusqu'à preuve du contraire, ça marche. Où on a parlé, on a évoqué la proximité des hommes politiques et des hommes de la presse. Vous êtes donc ami du pouvoir. On a même dit le coquinage. Le copinage. Pour répondre court, vous pouvez être marié à un membre de l'UNC et être vous-même de l'UDPS ou du PPRD. C'est la conviction de chacun. Sur ce point-là, il faut être clair. Je peux être ami, entre guillemets, parce que vous l'êtes ou vous l'êtes pas, Christian Lesakene? Dans ce genre de cas, entendons-nous bien. Là, on dit souvent que les amitiés se tissent quand vous êtes jeune, quand il n'y a pas choc d'intérêt. Mais après, c'est quoi? C'est l'amitié ou c'est le relationnel? Les seules personnes pour lesquelles j'ai un devoir, ce sont pour mes auditeurs. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Quand un pont tombe, parce qu'il a été mal construit, parce que je suis l'ami de tel ou tel, dire que le pont est tombé à cause de la pluie? La vérité est têtue. Je l'ai dit en 2006. Même quand on a des amis. L'ami est celui qui va comprendre que dans la situation dans laquelle vous êtes dans l'obligation de dire la vérité.
Merci Christian Le Saqueno, merci d'avoir été l'invité de ce magazine Info. C'est un dernier mot? Merci, c'est toujours un plaisir de répondre à vos questions. C'est vrai que je n'aime pas la télé, donc que ce soit clair. C'est vrai que la télé m'intimide un peu. Mais vous nous imposez des fois la radio, laissez-nous faire le même exercice. Mais avec vous, ça n'a pas été trop désagréable. Merci. Et merci à vous donc, fidèles téléspectateurs. Vous étiez nombreux à suivre ce magazine. Je vous invite à suivre la rediffusion à 23h, 2h et 7h du matin. Je vous retrouve très bientôt. Excellent début de semaine en compagnie de Congo Web. Au revoir. Ce programme vous a été proposé par iBurst Africa.